Ça fait une quinzaine d'années qu'on est installé ici. On a planté quelques haies, mais on n'a rien enlevé, on n'a pas changé. Donc c'est vraiment un paysage qui date de très longtemps et on comprend quand tu cultives, tu comprends un peu pourquoi les paysans, nos prédécesseurs, rien n'est naturel, hein. Tout a été choisi par l'homme et tout dépend du sol. Les fonds de vallée là qu'on voit, c'est des sols qui sont très humides et donc toute cette partie-là, c'est une zone qui reste forcément toujours en prairie. Tous les bois, les paysans l'ont laissé en bois parce que c'est des terres qui ne sont pas cultivables non plus, quoi. Et après, on a une partie intermédiaire, comme le champ où on est, où là, on peut cultiver. On a des taux d'argile qui sont toujours élevés ici, mais qui permettent quand même de produire des céréales pour l'alimentation humaine ou des animaux, quoi. Allez, viens vite! Sur les 2/3 des sols sur lesquels l'homme fait de l'agriculture dans le monde, c'est des sols où tu ne peux pas faire autre chose que de la prairie pour des tas de raisons agronomiques. Alors c'est beaucoup les zones de montagne, hein, les pentes excessives, mais c'est aussi dans le monde des zones trop arides, c'est chez nous des zones trop humides. Nous, il y a 70% de la ferme où de toute façon, on ne peut pas cultiver autre chose que de l'herbe pour les animaux. Toute cette biomasse, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la broies pour la laisser sur place? C'est un gaspillage énorme de ressources. Il faut mieux avoir des animaux pour consommer cette biomasse, la transformer en aliment digestible par l'homme, en lait, en viande. Et donc c'est quand même un des moyens d'assurer une fonction de production de denrées alimentaires sur les 2/3 de la surface agricole utile du monde. Donc ça c'est un point de détail à mon avis qu'on ne peut pas évacuer. L'autre question sur laquelle on doit travailler et on doit réfléchir, c'est comment sur le dernier tiers on doit faire évoluer les modes de production pour ne pas avoir ce 1,5 milliard d'hectares qui reste, qui ne soit pas uniquement destiné à engraisser des cochons, des poules, où on fait du grain pour nourrir ces animaux-là. Oui, ça c'est une bonne question. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se désintéresser de la question de l'élevage qui aujourd'hui utilise massivement les terres de la planète. Aujourd'hui, c'est assez paradoxal, on a des très bons rendements en zone de plaine céréalière intensive sans élevage, mais on a des taux de matière organique qui n'arrêtent pas de diminuer. Alors que ce qu'on fait dans des systèmes de polyculture élevage, c'est qu'on assure cette fertilisation des sols par des fumiers qui ont aussi un rôle d'augmentation de la matière organique. Et la matière organique, c'est vraiment l'élément essentiel. C'est pas qu'une question d'apporter de l'azote, du phosphore, du potassium aux plantes, c'est aussi une question de structure du sol. Quand les taux de matière organique diminuent, tu as la structure du sol qui devient différente et tu peux arriver à perdre le sol. C'est-à-dire qu'arriver à un moment où tu ne peux plus assurer dans ton sol une bonne aération et une bonne circulation de l'eau. Et donc en fait, c'est un peu comme si tu le stérilises, c'est-à-dire que tu ne peux plus à un moment produire. On a perdu énormément de terres agricoles à cause de ça, parce qu'on a fait de l'agriculture sans élevage en fait. Donc là, ça a été semé samedi soir. On a eu la chance d'avoir un petit peu d'eau. Et là, je pense qu'on doit avoir des petits trèfles qui doivent commencer à germer, je pense. Donc là, l'objectif maintenant, une fois les faux semis terminés, c'est qu'on ait une couverture de sol rapide. Donc j'ai associé à la prairie une avoine et des pois qui, eux, vont profiter de la fraîcheur et couvrir pour la fin de l'été, on va dire, qui vont être à exploiter d'ici l'automne, et laisser le temps à la prairie de se mettre en place. Et dès l'année prochaine, en fait, dès le printemps, j'aurai une prairie qui sera fonctionnelle, prête à travailler, et puis qui normalement devrait être propre, puisque on va peut-être avoir quelques raies qui vont arriver à passer, mais bon, après ça reste une prairie, le raie est assimilable par les vaches. Il y a 3 éléments dans les équilibres à respecter. Il y a l'élément physique, c'est la structure du sol en fait, donc des modes qui
qui doivent être friables. Là, on a tout un tas de racines dedans qui permettent de tenir la structure du sol. Deuxième équilibre à respecter, c'est l'équilibre nutritionnel. Donc c'est comment on alimentera les plantes demain. Respecter d'intégrer toujours des légumineuses, respecter d'intégrer des plantes qui vont pousser l'été. Tous les étés, pendant 5 ans, elle sera verte, quoi. Donc c'est quelque chose qui va fonctionner comme ça. Et enfin, un équilibre biologique, c'est respecter tous les êtres vivants qui sont dans le sol. Donc quand je dis les respecter, c'est respecter leur habitat, leur donner à bouffer. C'est respecter comme on respecte les personnes, quoi. Leur donner à bouffer, ou en tout cas laisser le garde-manger à disposition. Éviter des asphyxiés. Et là, l'agriculture biologique, on est en plein dedans. Parce que, on n'a plus les artifices pour désherber, pour les insecticides, tout ce qui finit par cide, voilà. On n'a plus tout ça, mais en même temps, si on cherche des solutions pour ne pas en avoir besoin, on respecte plus les éléments. Concernant chaque déséquilibre, que ce soit physique, nutritionnel ou biologique, quand on a un problème, il ne faut jamais chercher à résoudre le problème par la conséquence, mais il faut toujours chercher pourquoi j'ai eu le problème. Et généralement, quand on trouve le pourquoi on a eu le problème, on résout tous les problèmes de la suite. Et on revient à un équilibre en fait. Aujourd'hui, on est dans la phase où il faut qu'on réapprenne le fonctionnement de tout ça. Et derrière, on arrivera à produire plus sereinement, quoi. Pour pouvoir produire des céréales dans un système de production biologique, il faut dans ta rotation que avant tu aies pu cultiver des prairies. C'est ce qu'on appelle les prairies temporaires. C'est cette période de prairies qui va pouvoir te permettre en quelque sorte de régénérer le sol, de capter par les légumineuses qui sont dans les prairies, de capter l'azote de l'air pour produire toute cette biomasse. Et c'est cette période qui va faire en sorte que le sol va augmenter son taux de matière organique et que la fertilité des sols va s'améliorer. Derrière une luzerne, on a des cultures dont on voit quand même qu'elles sont en pleine santé, quoi. Les seuls bons blés qu'on récolte cette année, c'est des blés derrière une luzerne. Ah oui. Donc ça a un vrai effet. Ah oui, ça a un effet nettoyant, ça a un effet améliorant de la structure du sol. C'est incontestable. On le connaît, on connaît ses effets, mais là on les observe. Et le deuxième aspect qui est pour un producteur bio largement aussi important, c'est pour maîtriser les mauvaises herbes dans les cultures qui vont suivre. Parce que pendant les 5-6 ans où tu cultives des prairies, il n'y a pas de graines de mauvaises herbes qui vont pouvoir germer, avoir un cycle végétatif, se reproduire et relaisser des graines au sol. Quand tu es dans un système conventionnel, tu peux, par les engrais chimiques, te passer de cette période-là. Mais dans un système bio, tu as besoin de cette période où tu cultives des luzernes, des trèfles sur plusieurs années pour pouvoir capter suffisamment cet azote qui est de l'air pour pouvoir augmenter la biomasse et le taux de matière organique des sols. L'hiver, les animaux, on les rentre, nous on a à peu près 4 mois où on doit les mettre à l'abri parce que les sols ne portent pas assez. On les paille régulièrement et donc on fait du fumier. C'est ça qu'on va utiliser ensuite pour fertiliser les sols. On va d'abord régulièrement sortir le fumier au champ. Au printemps, on va faire passer une machine pour retourner l'andain, pour aérer le tas et pour le composter. Et c'est ce compost après qu'on va utiliser pour fertiliser les champs. Et ça, c'est du compost de bouse qu'on a fait il y a quelques temps. On part de la bouse de vache, dans lesquelles on ajoute des plantes. On mélange pendant un certain temps. Au final, ça fait ça. Tu vois, c'est vraiment une odeur de sous-bois. Voilà. Et c'est ce qu'on va utiliser pour mettre dans les sols.
Et du coup, après, ton sol il travaille mieux, du coup, tu auras une meilleure dégradation des matières organiques. Il y a des choses qui se passent dans le sol, c'est clair. Les fourrages sont plus équilibrés et du coup, ça va se ressentir sur la santé des bêtes, quoi. L'animal est replacé au cœur de la ferme, puisque avec ça, avec l'animal, on va assurer la fertilité, quoi. On doit raisonner fertilité des sols et pas fertilisation. Dès lors qu'on raisonne fertilité des sols et qu'on veut avoir des sols qui vont par eux-mêmes, par les mécanismes naturels, par l'atmosphère, par l'azote de l'air qui va être capté par les légumineuses, un renouvellement ouvert de sa fertilité, c'est pas du tout la même chose que si on a des sols dans lesquels on amène de façon rationnelle, après des calculs scientifiques humains, des doses d'engrais, de fertilisation. Dès lors qu'on veut avoir un système qui est écologiquement durable, basé sur la dynamique des sols et non pas sur un apport de fertilisants artificiels, on a en plus un impact sur le climat parce qu'effectivement, les engrais, c'est catastrophique pour l'effet de serre. Un chiffre qui est intéressant à savoir, c'est que quand un agriculteur conventionnel met 100 kg d'azote sur 1 hectare, ce qui n'est pas excessif dans le modèle conventionnel, il contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui fait 10 000 km. Pour 1 hectare, la contribution est aussi importante qu'une voiture moyenne qui fait 10 000 km. Donc c'est évident qu'un système où on va avoir de l'herbe, des légumineuses qui vont ramener de l'azote dans le sol, ça a effectivement un autre impact majeur sur la réduction de l'effet de serre. L'élevage permet d'amener la matière organique, de faire taler la prairie, quoi. On ne fait pas taler une prairie sans animaux, hein, ça c'est évident. Hein. C'est une alternance de fauche-pâture qui va faire qu'une prairie va se développer, durer dans le temps et devenir ce qu'on appelle une prairie naturelle, quoi. Cette parcelle là qui commence tout au bout là-bas, puis qui termine au niveau de la maison là-bas, elle est pâturée en un certain nombre de jours, qui correspond en fait au temps nécessaire pour faire un cycle complet et revenir ici. Et donc j'organise la taille des parcelles de chaque jour de telle façon à ce que quand j'ai effectué une rotation complète sur l'ensemble du parcellaire, les vaches reviennent au stade optimum de l'herbe. Donc là, ce qui me fait dire par exemple que la prairie a eu un intervalle suffisant entre le pâturage qui va se passer aujourd'hui et le pâturage précédent, c'est quand je regarde la physiologie des graminées. Là, si je prends un pied de fétuc, il a produit 1, 2, 3 et la 4e feuille est en émergence. Les thalles secondaires donc, qui poussaient sur le même pied ont eu également le temps de produire 3 feuilles. Et à ce stade-là, en fait, la plante a eu le temps de régénérer complètement ses réserves. Ce que je veux dire, c'est que si je pâture avant ce stade 3 feuilles, c'est-à-dire au stade 1 feuille ou 2 feuilles, j'ai mis la plante dans des conditions telles qu'elle n'a pas eu le temps de reconstituer ses réserves et elle n'a pas eu le temps de nourrir le sol. Et à ce moment-là, mon écosystème est affaibli. Venez. Si je n'avais pas ce système, si par exemple je laissais les 40 hectares d'un seul tenant disponibles pour les vaches et je les laisse faire, il y a des zones qui seraient surpâturées. J'aurai un territoire qui sera hétérogène, qui sera globalement moins productif et qui va me permettre moi de produire moins de lait sur la même surface et qui va aussi séquestrer moins de carbone dans le sol, qui va produire un fourrage moins équilibré, ce qui veut dire que du coup l'état de santé de mes animaux sera moins bon. La valeur ou la richesse nutritive du lait, de la viande que je vais produire sera aussi moins bon pour le consommateur. Le fait de la prairie, quand elle est pâturée, c'est que tu n'as même plus besoin d'avoir ce cycle de compost. C'est la vache qui pâture, qui fertilise directement ton champ, quoi. Donc il y a aussi un effet très intéressant dans la prairie pâturée, quoi. Alors moi, dans ma démarche, je considère que mes animaux font partie de cette faune. Donc, parce qu'en fait, ma vache, là, elle est en train de brouter. À un moment, elle va faire ses besoins. Les déjections vont revenir à la parcelle. Ma vache, en fait, c'est un opérateur de recyclage. Elle recycle de l'herbe pour réalimenter le sol. Au passage, moi, je récupère du lait.
Et dans ce principe-là, en fait, on rentre dans le principe de recyclage naturel des éléments. Une bouse, c'est du carbone qui sort de l'animal, qui retourne au sol, au même endroit. Donc il va y avoir de la photosynthèse, c'est-à-dire la plante va capter du CO2 et relarguer des exudats racinaires, donc fournir du carbone au sol. C'est les deux vecteurs en fait, de carbone qui bouclent le cycle entre l'animal et le sol. Et ensuite, donc, le sol permettra à la plante de pousser, la plante permettra à l'animal de manger et le cycle est bouclé. River is flowing back to the sea. Lover was carries me right along the sea. Lover carries me back to the sea, back to the sea. C'est pas qu'une question de fertilité la matière organique, c'est aussi une question de carbone. Parce que la matière organique, c'est 58% de carbone. Et le carbone, ça devient un problème dont on ne parlait pas il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on en parle. Et les prairies sont des puissants moyens de stocker du carbone. On s'est installé il y a 16 ans. Et on a repris une ferme qui fonctionnait de façon classique pour la région, c'est-à-dire un peu de pâturage, de l'ensilage de maïs, des concentrés, des vaches qui produisaient beaucoup plus que ce qu'elles produisent aujourd'hui. Et d'emblée, on est parti sur cette conduite-là. Ce qui fait qu'en 15 ans, on a doublé la quantité de carbone dans nos sols. Ça, c'est des mesures, c'est des analyses de sol qui nous le disent. Et cette quantité de carbone représente donc 4 à 5 fois plus que la quantité de carbone qu'on a émis via l'utilisation de gasoil qu'on utilise pour le tracteur, pour le quad, etc. Dès lors qu'on va avoir des prairies avec des animaux qui les entretiennent, on a de toute façon un peu d'émissions de méthane. Donc que ces animaux soient des animaux sauvages comme il y avait avant que nos ancêtres exterminent la faune interglaciaire, ou que ce soit des animaux domestiques, de toute façon il y aura un peu d'émissions de méthane. Donc quand on nous dit l'élevage émet du méthane, pour moi il y a une vraie erreur scientifique fondamentale, c'est qu'on oublie à quoi on compare. Ce qu'il faut comparer, c'est l'émission de méthane par l'élevage par rapport à ce qui se passerait si on avait des prairies entretenues par des animaux sauvages. Et là, à ce moment-là, le différentiel en termes d'émissions de méthane, il est dérisoire. Un élevage bio avec une vache par hectare, comme ici, n'émet pratiquement pas plus de méthane que si on avait des troupeaux d'herbivores sauvages. Donc, en réalité, entre le méthane qui n'est pas plus émis que si c'était des animaux sauvages et les prairies qui vont stocker du carbone dans le sol, un système herbagé avec de l'élevage, c'est très très positif pour la lutte contre l'effet de serre. Où tout le monde se dit non mais il faut arrêter le CO2. Non mais oui ok, il faut arrêter d'en mettre parce que là il y en a grandement assez. Mais en même temps, il faut penser comment on va le recycler. Et le seul moyen de le capter économiquement, c'est de mettre des plantes en place, quoi. Et ça, tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit le monde agricole, parce que sur le territoire, c'est les acteurs qui ont le plus d'emprise, quoi. Le grand public avec le coin de pelouse, tout le monde peut mettre des végétaux, alors que ce soit de l'herbe, que ce soit des arbres. Et chacun, en fait, a un rôle à jouer là-dessus. Et demain, c'est ces ressources naturelles-là qu'on valorisera plus et qui nous permettront de vivre mieux et de nourrir plus de monde, quoi. C'est tout un ensemble parce qu'on bénéficie de la pâture et en plus on a des fruits. En plus, en été, les vaches ils bénéficient de l'ombre, des poiriers. À cette saison-là, par exemple, nous, surtout qu'on a une activité cidricole, l'herbe est pauvre en énergie, elle est assez riche en azote. D'où on redonne le marc aux vaches. Et en fait, ça rééquilibre pas mal la ration. Donc on est un peu gagnant sur tous les tableaux, quoi. Juste avant de venir, tu avais un verger de pommes Bastille intensif. Mais en fait, lui, il faut qu'il fasse tout. Nous, l'engrais, c'est les vaches qui l'apportent. La tonte, c'est les vaches qui le font.
Tandis que lui, il rapporte de l'engrais, il a un énorme gyroboyeur pour passer entre les arbres. Tandis que nous, on n'a rien à faire de tout ça, quoi. C'est ce système-là qui a fait la fortune de la région. C'est un cliché, les vaches sous les pommiers, les poiriers, mais en fait, c'est économiquement, je pense que ça a du sens, quoi. On a quand même besoin des animaux pour quand même entretenir le paysage. Tu n'aurais pas ces prairies-là si tu n'avais pas d'animaux, je veux dire, je te défie. Je veux dire, on aurait de la forêt partout, ça c'est clair et net. Moi je ne peux pas entretenir ici qu'avec un tracteur et une faucheuse. Si je peux le faire, mais je ne vais pas faire ça 10 ans. Hein. Ouais. C'est pas passionnant. Bah déjà, soit on replanterait, on ferait de la forêt, on ferait du taillis, enfin je sais pas, mais... ou de la céréale, ou je sais pas quoi, mais ou du légume. Bon, tu as fait une partie légumes, mais bon après... je pense que l'animal est complémentaire, quoi. On a des zones, tu vois, j'ai 10-12 hectares, comme je te disais tout à l'heure, où c'est des vallons, et ben là on y met les bêtes, c'est pas mécanisable, donc elles tiennent ça ouvert, tu vois. Et cette notion de paysage ouvert, c'est important, parce que si on laissait fermer tout ça, par de la forêt ou de la broussaille, et ben on aurait des espèces qui disparaîtraient, des espèces de papillons, des espèces d'insectes qui disparaîtraient. Donc tu vois, c'est... en termes de biodiversité. Voilà, ouais, en termes de biodiversité, ça a son importance. Voilà. La richesse de la biodiversité européenne dépend en grande partie de l'existence de milieux ouverts, de prairies. Il y a eu des études qui ont montré que dans des milieux qui se ferment, qui se boisent, il y a une baisse très importante de la biodiversité en insectes, en oiseaux, etc. Et donc le milieu prairie en tant que milieu de vie, c'est un des facteurs primordiaux de la biodiversité en Europe. C'est pas vrai dans les milieux tropicaux, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en Europe tempérée, c'est incontestable. Et le milieu le plus intéressant, c'est effectivement le bocage, c'est prairies et haies, parce que les haies vont servir d'abri aux oiseaux, vont servir de régulateurs de tout un tas de biotopes. Et aujourd'hui, si on va vers un système extensif, céréalier, chimique, c'est évident qu'on aura une chute encore plus dramatique de la biodiversité en Europe. Sur notre ferme, on est à peu près, on a l'équivalent d'une vache à l'hectare à peu près, ce qui est le système bio classique, quoi, 80% d'herbe dans la ration, enfin voilà, on est à peu près dans la moyenne de ce qui se fait. Mais sur cet hectare de prairie, tu as des milliers d'animaux qui vivent. C'est là où il y a les insectes, donc c'est là où il y a les oiseaux, c'est là où il y a des milliers de rongeurs. L'agriculture peut aussi favoriser une forme de biodiversité, favoriser la vie des animaux. Ici, il y a tout un travail aussi autour de la haie, tu vois. Donc, quand je suis arrivé ici, tout était rasé. Il rasait tout. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les coups de sec qu'on a, si on n'avait pas les haies, il n'y aurait pas d'herbe, quoi. Parce qu'en fait, où il y a l'eau, où il y a les arbres, ça amène l'eau, quoi. Et là, on va retravailler sur l'agroforesterie, pareil, pour replanter dans les grandes parcelles des rangées d'arbres, etc. Parce que les coups de sec, comme on a de plus en plus, c'est des trucs dramatiques, quoi. Le collègue qui fait le transport du lait aussi, il fait les abeilles, il a amené les abeilles, quoi, derrière la haie. Il est comme fou, ouais. Tu vois le principe, au lieu de mettre une clôture, ouais, t'en mets deux. Et naturellement, les oiseaux viennent se poser, chient, lèvent la dormance de la graine. Mais ça, c'est une richesse terrible, quoi. La cohabitation se fait bien, quoi. C'est ça qui est bien, les vaches qui pâturent, tes potirons, tes machins. Les gens qui y travaillent, moi j'y gale tout, quoi. La haie, tout le monde trouve sa place, quoi. Ça vit, quoi. Surtout ce que je voulais te montrer, voilà. Je pourrais jamais couper ça, les chênes, là. Regarde. Ça, c'est à classer au patrimoine, tu vois, parce que, tu vois, des fois, ce qui se passe, c'est qu'un mec qui achète une ferme extérieure, céréalier, pur, et il y en a, ou un investisseur, ils peuvent tout raser, là. Des drains, maïs. Tu vois, et ça, pour la suite, pour nos enfants, s'il n'y a plus ça, tu vois, et là, on est les gardiens de ça, tu vois. Moi, je suis le gardien de ce trempe-là, tu vois, je veux dire, pour recréer ça, il faut un siècle, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand on dit, on fout ça en l'air, et on donne un truc de compensation, mais on ne le verra pas, nous, je veux dire. Oui, il n'y a pas de compensation. Qu'est-ce que tu veux compenser ça? Le mec, il va te replanter un chêne de 2 siècles. Regarde la densité de l'herbe, là. Regarde. Regarde, de fou, quoi. C'est un truc de fou.
Et là, tous les ans, tu as de l'air. Voilà, mais tous les ans, tu as une densité comme ça. Ici, et voilà, regarde ces trèfles violets là, endémiques. Toi, tu vas semer du trèfle violet, ils tiennent 1 an. Les variétés améliorées, qui sont parties de là. Mais ça, pour que ça revienne, il faut 15 ans minimum pour qu'un trèfle violet naturel revienne. Il faut du temps. Les paysans font de la polyculture élevage depuis des siècles, quoi. On a des écrits d'ingénieurs, d'agronomes romains 200 ans après Jésus-Christ qui te décrivent des cultures de luzerne de 8 ou 9 années, la façon de faire du compost pour fertiliser les sols. Enfin, le système de polyculture élevage, il est la norme partout. Il y a encore 70 ans, même pas 50 ans en France, parce que c'est la façon de faire de l'agriculture sans chimie. Et donc si tu veux, aujourd'hui, si on considère que l'utilisation des pesticides, l'utilisation de l'énergie fossile pour produire des engrais azotés est un problème, il faut revenir à un système de polyculture élevage. Il n'y a pas d'alternative.